Pendant 80 000 ans, le lit a servi à faire la guerre, à diriger des pays, à montrer son pouvoir et à coucher avec la moitié de la cour. Et tout commence il y a 67 000 ans, quand l'homme n'a même pas encore de maison. À cette époque, il se déplace. Il vit dehors, dans la nature, parfois dans des grottes, parfois sous des abris faits de branches et de peaux. Pas de murs, pas de porte à fermer. La nuit, il s'allonge là où il peut. Sur la terre froide, sur des pierres, sur quelques végétaux. Le feu éclaire et éloigne certains dangers. Mais pas tous. Le froid mord. L'humidité s'infiltre. Les insectes attaquent. Et les animaux sauvages rôdent. Dormir n'est pas du confort. Dormir, c'est risquer sa vie. Alors, peu à peu, l'homme observe. Il réfléchit. Et il commence à empiler des feuilles et des herbes. Dans la grotte de Siboudou en Afrique du Sud, on a retrouvé les plus vieux lits du monde. Des couches de Cryptocarya, une plante qui repousse les moustiques naturellement. Le tout premier matelas de l'histoire est un matelas anti-insectes. C'est là que le lit naît. Pas pour le luxe. Pour survivre. Pendant des milliers d'années, ce principe reste le même. L'homme améliore lentement son espace de repos. Mais le lit reste simple, proche du sol, fait de matériaux naturels. Puis, avec les premières grandes civilisations, tout change. Vers 3000, en Égypte, le lit quitte le sol. Et il change de fonction. Les pharaons dorment sur des cadres en ébène, avec des pieds sculptés en pattes de lion ou de taureau. La tête repose sur un appui-tête en pierre ou en ivoire, pas sur un oreiller. Le but, protéger la coiffure et, selon leurs croyances, laisser l'esprit circuler pendant le sommeil. Le peuple, lui, dort toujours sur des nattes de roseaux. Le message est clair. Si tu dors en hauteur, tu commandes. Le lit devient un marqueur social. Chez les Grecs, on invente le clean. C'est un lit banquette en bois avec des sangles en cuir et un matelas de laine ou de plumes. Les citoyens riches s'y allongent pour manger, lire, débattre. Les Romains copient avec le lectus. Ils ont même le lectus tricliniaris, le lit de banquet. On y mange à 3 par lit, allongé sur le côté. Plus ton lectus est en bronze, en argent et en tissu pourpre, plus tu es puissant. Nouvelle fonction du lit. Montrer sa richesse et recevoir. Après la chute de Rome, retour en arrière pour presque tout le monde. Au Moyen-Âge, la majorité dort sur une paillasse au sol, à plusieurs dans le même lit pour ne pas mourir de froid. Puces, punaises, paille moisie. C'est le quotidien. Mais chez les nobles, vers 1200, apparaît le lit à baldaquin. C'est une forteresse en chêne massif entourée de rideaux épais. Ces rideaux ont 3 rôles vitaux. 1. L'intimité, parce qu'on dort encore dans la grande salle commune du château. 2. La chaleur, indispensable dans des châteaux glacials. 3. La protection contre les insectes et les débris qui tombent du toit de chaume. Le matelas est posé sur un réseau de cordes tendues. Avec le temps, les cordes se détendent. Il faut les resserrer avec une clé. C'est de là que vient l'expression « serrer les cordons du lit ». Au Moyen-Âge, en Europe apparaît un lit étonnant, le lit clos. Construit en bois et entièrement fermé par des panneaux ou des rideaux, il protège du froid, du bruit et du regard des autres. Dans des maisons où toute la famille vit dans une seule pièce, il offre un rare espace d'intimité. Le sommet du lit pouvoir, c'est Versailles, sous Louis XIV. Sa chambre est au centre exact du château, face au soleil levant. Et chaque jour, son lever et son coucher sont des cérémonies publiques réglées à la seconde. Le matin, c'est le petit lever. Seuls les princes et les grands officiers entrent pendant qu'on lave, peigne et rase le roi. Ensuite, vient le grand lever. Plus de 100 courtisans entrent dans la chambre. Chacun a son rôle. L'un a l'honneur de tendre la chemise du jour. Un autre présente les pantoufles. Un autre tient le bougeoir. Le roi ne fait rien tout seul. Chaque geste est une faveur accordée à un noble. Le soir,
Même rituel pour le coucher. Le roi se déshabille devant sa cour, fait ses prières et se glisse dans son lit monumental à baldaquin. Pourquoi tout ce théâtre? Pour montrer que le roi est là, vivant, et que l'accès à son corps est le plus grand privilège du royaume. Le lit n'est plus un meuble, c'est le trône de la vie privée devenu public. Tu peux encore voir ce lit aujourd'hui au château de Versailles. Détail crucial de l'époque. On dort semi-assis, calé par des montagnes d'oreillers. Les lits sont donc plus courts qu'aujourd'hui. Les médecins pensent que dormir allongé fait affluer le sang au cerveau et peut tuer. Autre raison, il ne faut pas écraser les perruques. Au XIXe siècle, en pleine révolution industrielle, commencée vers 1760 en Angleterre, le lit se démocratise. Deux inventions vont tout bouleverser. D'abord, le lit en fonte puis en acier vers 1850. Il est solide, pas cher à produire et surtout hygiénique. Les punaises de lit détestent le métal. Les hôpitaux et les casernes s'en équipent en masse. Ensuite, le matelas à ressort. Heinrich Westphal, un inventeur allemand, dépose un brevet en 1871. En 1899, l'ingénieur canadien James Marshall invente les ressorts en sachet. Chaque ressort est placé dans sa propre poche de tissu. Résultat, le matelas ne s'affaisse plus en hamac, les mouvements ne se transmettent plus, et tu peux bouger sans réveiller l'autre. Une innovation révolutionnaire qui transforme durablement le confort du sommeil. C'est à ce moment que les tailles se standardisent et que la chambre devient une pièce privée. Avant, le lit était dans la pièce de vie. Maintenant, dormir devient une activité intime. Nouvelle fonction du lit. Le repos individuel et réparateur. Vers 1900, aux États-Unis, le lit-armoire, aussi appelé lit escamotable, fait son apparition. Inventé par William Murphy, il se replie dans le mur pour gagner de l'espace. Le concept connaît un vrai succès dans les villes, et le lit s'adapte désormais à la vie urbaine. Au XXe siècle, le confort devient une science. Années 30, le matelas en latex, issu de l'EVA. Il est aéré et naturellement anti-acarien. Années 50, la mousse polyuréthane débarque. Moins chère, elle équipe tous les foyers. En 1966, la NASA invente la mousse à mémoire de forme pour absorber les chocs dans les sièges des astronautes. Elle arrive dans nos matelas dans les années 90 et épouse le corps pour supprimer les points de pression. Années 70, mode du lit à eau. Sensation d'apesanteur, look futuriste. Mais il disparaît à cause des fuites et du poids. Années 80. Le sommier électrique descend des hôpitaux vers nos maisons. On relève la tête pour lire, les pieds pour la circulation. Aujourd'hui, le lit devient intelligent. Des capteurs analysent ton sommeil, ton rythme cardiaque, tes mouvements. Certains lits peuvent même ajuster la température, te réveiller au bon moment ou se relever automatiquement en cas de problème respiratoire. Au fil du temps, le lit devient pour certaines personnalités un lieu de grande décision. Un espace où se jouent des moments clés de l'histoire. Le lit a toujours été plus qu'un meuble. C'est un bureau, un QG, une scène politique. Winston Churchill a dirigé une partie de la Seconde Guerre mondiale depuis son lit. Tous les matins, il lisait les rapports top secrets, dictait ses discours et recevait ses ministres avec un cigare et un verre de whisky. Le président américain Lyndon B. Johnson gérait la guerre du Vietnam depuis son lit avec 3 télés allumées. Il a signé le Civil Rights Act de 1964 entre ses draps. En 1969, John Lennon, musicien britannique et membre du groupe légendaire The Beatles, et Yoko Ono, artiste japonaise d'avant-garde connue pour ses performances et son engagement pacifiste, transforment leur lit en tribune mondiale. Pendant leur Bed in for Peace à Amsterdam et Montréal, ils restent au lit une semaine, invitent la presse du monde entier et enregistrent « Give Peace a Chance » depuis leur chambre d'hôtel. Hugh Hefner a bâti l'empire Playboy depuis un lit rond en satin dans son manoir. Il donnait ses interviews et dirigeait le magazine sans se lever. Côté écrivain,
c'est pareil. Marcel Proust, écrivain français du début du XXe siècle, a écrit « À la recherche du temps perdu, l'une des œuvres les plus importantes de la littérature, allongé dans son lit, dans une chambre aux murs tapissés de liège pour s'isoler du bruit. » Mark Twain, célèbre écrivain américain et auteur de Les Aventures de Tom Sawyer, avait une habitude étonnante. Il aimait écrire allongé dans son lit. C'est dans ce calme, loin du bruit, qu'il trouvait l'inspiration pour donner vie à ses histoires. Truman Capote, écrivain américain du XXe siècle célèbre pour ses récits entre journalisme et roman, se décrivait lui-même comme un écrivain complètement horizontal, écrivant allongé dans son lit. Voltaire, philosophe et écrivain français du XVIIIe siècle, figure majeure des Lumières, passait de longues heures dans son lit à lire et écrire, en faisant un véritable lieu d'inspiration. Le lit est tellement ancré dans notre culture qu'on l'expose comme une œuvre d'art. Au château de Versailles, tu as le lit d'apparat de Louis XIV. Au Victoria and Albert Museum à Londres, il y a le Great Bed of Ware de 1590. Il fait 3 mètres de large. La légende dit que 4 couples pouvaient dormir dedans sans se toucher. Shakespeare en parle dans La Nuit des Rois. Le Louvre expose des lits de parade du XVIIIe siècle en bois doré à la feuille d'or. Et à Paris, tu peux visiter la maison de Marcel Proust et voir le lit en laiton où il a écrit son chef-d'œuvre. En 80 000 ans, le lit est passé de la survie au trône, du trône à l'intimité et de l'intimité à la machine médicale. Sa mission de base n'a jamais changé, te protéger quand tu es le plus vulnérable. Mais il a ajouté 1000 fonctions. Il a été bouclier, symbole de pouvoir, symbole sexuel, bureau, scène de théâtre. Alors ce soir, quand tu te glisses sous ta couette, rappelle-toi. Tu n'entres pas juste dans ton lit, tu entres dans 80 000 ans d'histoire humaine. Et toi, tu dors pour survivre, pour diriger ou pour créer. Abonne-toi pour découvrir l'histoire de tout ce qui t'entoure.